Allô, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui ou non? Ouais, bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, on va essayer de voir, on va essayer d'entamer la partie de transfusion. Donc, transfusion et don de sang, tout ce qui concerne la transfusion sanguine. Donc, la première étape, on va voir la médecine de don de façon générale. C'est quoi le don de sang? Quels sont la réglementation? Quels sont les différents types de dons de sang? Le déroulement de dons. Donc, ça, c'est ce qu'on va essayer de voir pour aujourd'hui. Donc, le don, donc pour le plan, la définition, les éthiques de dons, les différents types de dons, et à la fin, c'est les différentes étapes de don de sang. Donc, pour la définition, c'est quoi le don de sang? Vous m'écoutez maintenant à don de sang, définition. Ouais, okay. Bonjour, allô. Don de sang, définition. Et maintenant? C'est bien maintenant? Définition, don de sang. C'est mieux. Ah, ok. J'essaie le max. Donc, c'est quoi le don de sang? En fait, la transfusion, avant de commencer, c'est quoi le don de sang? On va essayer de définir la transfusion sanguine. C'est quoi? La transfusion, c'est la procédure par laquelle on aura la transmission d'un sang d'un patient X, d'un sujet X, vers un sujet Y. Le premier sujet à partir duquel on va prélever le sang, on l'appelle donneur. Le sujet pour lequel on va injecter du sang, on l'appelle receveur. Maintenant, on va essayer de voir tout ce qui est en relation avec le donneur. Donc, la définition de don donc, se définit comme étant ces processus par lequel un donneur de sang se voit prélever du sang qui sera traité et stocké dans une banque du sang. Par la suite, transmis à un malade. Donc, le prélèvement chez le donneur. Par la suite, deuxième étape, c'est traitement et stockage. Troisième étape, c'est la distribution chez le malade. Cette distribution, cette injection ou bien cette administration chez le malade, on l'appelle transfusion sanguine. Le processus ou bien la procédure par laquelle on prélève du sang à partir d'un sujet s'appelle don de sang. Donc le don de sang, la première étape correspond genre à la naissance de la poche. Donc c'est la première étape qui va permettre la création de la poche du sang. Donc la procédure de don ou la procédure de la transfusion de façon générale présente plusieurs étapes. La première étape, c'est le prélèvement, le don de sang proprement dit. Ce don de sang va être par la suite préparé en différents produits sanguins labiles. Là, c'est l'étape de la préparation. Par la suite, en parallèle de la préparation, on va réaliser ce qu'on appelle la qualification biologique du don de sang. Donc, première étape, c'est le don. Deuxième étape, préparation des produits sanguins labiles. Par la suite, on aura la qualification biologique, c'est-à-dire s'assurer de la qualité ou de la bonne qualité de produit qu'on va l'administrer par la suite. Et puis, c'est la distribution, l'étape finale, la délivrance au sujet ou aux patients qui en ont besoin du sang. Donc ça, c'est concernant les différentes étapes de la transfusion sanguine. Quels sont maintenant le don de sang? Donc, c'est quoi les différents éthiques de don de sang? Les éthiques, c'est-à-dire quelles sont la réglementation à respecter pour le don de sang. Donc, okay, sans problème.
Donc, quelles sont les éthiques? Donc, le don de sang, c'est un acte, certainement un acte simple, mais qui est régi par des réglementations, régi par des lois. Donc, ce n'est pas tout sujet qui va donner systématiquement, doit répondre à certaines éthiques. Ces éthiques sont définies au niveau de la réglementation. Quelles sont ces éthiques de don de sang? La première éthique à répondre, c'est l'anonymat. C'est-à-dire, seul l'établissement du don de sang connaît l'identité du donneur. À part ça, ni l'établissement de la transfusion, ni le malade lui-même connaît l'identité du donneur. Donc, le donneur, on va l'attribuer un numéro d'identification au niveau du centre de transfusion qui permet de créer la relation. Donc, le donneur va venir, va donner son sang, remplir tout ce qui est nécessaire, les coordonnées et les données d'identification, et on va l'attribuer le numéro. Par la suite, la poche possède un numéro. Personne ne connaît le nom de donneur de cette poche-là, à part le centre de la transfusion sanguine. Ça, c'est le premier principe de don de sang, c'est l'anonymat. L'identité reste confidentielle du donneur de sang. Deuxième éthique de don de sang, c'est le bénévolat. C'est-à-dire que c'est un acte gratuit, non rémunéré. Le donneur va venir volontairement donner son sang. Pas d'échange, par exemple, ni argent, ni même congé, par exemple, ni tout type de sondage par rapport au don de sang. Donc, le don doit être totalement gratuit. Donc, la première des choses, c'est l'anonymat. Deuxième des choses, c'est le bénévolat. Okay. Donc, deuxième des choses, c'est bénévolat gratuit. Le donneur ne doit pas être rémunéré. Anonymat, bénévolat. Troisième critère, c'est volontariat. On ne doit pas obliger le donneur à donner son sang. Il doit venir volontairement. C'est un acte libre. Donc, anonymat, la transfusion sanguine, on connaît l'identité du donneur. Bénévolat, pas de chantage. Un acte gratuit. Volontariat, c'est un acte libre. Et on aura l'engagement. C'est-à-dire, il faut bien sensibiliser le donneur lors du don de sang qu'il doit répondre sincèrement aux questions de l'entretien médical. Puisque, par exemple, si le donneur connaît qu'il a été en contact, par exemple, avec, a été sujet à une transmission d'un virus, par exemple l'hépatite C, l'hépatite B ou l'HIV, doit être responsable pour ne pas donner du sang contaminé. Donc, il faut toujours sensibiliser le donneur sur la nécessité de la sincérité aux réponses au questionnaire. Avant, je sais pas c'est quoi le problème dans le micro. Hein. On va essayer. Je vais essayer mon max. Je sais pas c'est quoi le problème dans le micro. Dans tous les cas, c'est déjà installé. Je sais pas. Je vois ici, par exemple. On fait le maximum. Allez, ok. Ok. Donc, l'anonymat, bénévolat. Donc, les différentes éthiques du don de sang, il y en aura des éthiques à respecter pour un donneur qu'il soit apte pour le don du sang. Il y a l'anonymat, c'est-à-dire seul l'établissement de la transfusion, c'est l'établissement de don de sang, l'établissement au service centre de transfusion sanguine connaît l'identité du donneur. Deuxième point, c'est le bénévolat, c'est-à-dire que le donneur doit réaliser le don de sang à titre gratuit. Volontariat, l'acte du don de sang, c'est un acte libre sans obligation. Acte libre sans obligation. Et par la suite, on aura, ok. Quatrième éthique, c'est l'engagement. L'engagement, c'est la responsabilité. Il faut responsabiliser le donneur sur les différentes possibilités ou conséquences si le donneur ne répond pas correctement aux questions d'entretien médical. Par la suite, on aura le non-profit. Le sang, c'est un produit
ne doit jamais être une source de profit financier. C'est-à-dire, on ne doit pas faire un business à partir des produits sanguins labiles. Pas de profit, c'est totalement à la dépendance du public. C'est-à-dire, ne doit jamais avoir un établissement privé qui doit profiter des produits sanguins labiles. Donc, anonymat, seul l'établissement qui connaît son identité. Bénévolat, c'est à titre gratuit. Volontariat, c'est un acte libre. L'engagement, c'est la responsabilité de donneur de cet acte-là. Et non-profit, pas de business. On ne peut pas vendre du sang ici en Algérie. On parle bien ici en Algérie. Par exemple, en Amérique, on retrouve que le don de sang, c'est un acte rémunéré, c'est-à-dire on donne du sang on donne de l'argent pour le sang. Mais ici en Algérie, c'est le même principe qu'en France, donc il n'y a pas de profit et il n'y a pas de business. Donc, quels sont les différents types de dons de sang? Il y en a deux types. C'est pas le problème ici. Un petit moment, voilà. Donc, les types de dons de sang, il y a le don de sang total, c'est-à-dire prélever le sang complètement dans une poche unique à usage unique, une poche plastique. Et il y a le don de sang, ce qu'on appelle, c'est le don d'aphérèse. Le don d'aphérèse, c'est un don sélectif, c'est-à-dire on prélève uniquement le produit qu'on a besoin. On sait très bien que le sang contient plusieurs éléments. Contient du plasma, contient des plaquettes, contient des globules rouges, contient des granulocytes. Donc, le don de sang, on va prélever la totalité de sang dans une poche. Le don d'aphérèse, à l'aide d'une machine, on procède à ce qu'on appelle un don sélectif. On prélève un produit bien déterminé, bien précis, pour une indication bien précise. Don d'aphérèse, don sélectif. À partir d'une machine, par exemple, on veut prélever uniquement des plaquettes, on programme la machine pour un prélèvement de plaquettes. Si on veut prélever uniquement du plasma, on programme la machine pour prélever du plasma. Donc, les différentes étapes de don de sang, la première des choses, on va essayer de globaliser de façon générale. Il y a ce qui se passe avant la réalisation de don de sang, c'est-à-dire c'est la sélection médicale, choisir le donneur qui doit être apte pour réaliser le don proprement dit et qui correspond au prélèvement du sang, et la troisième étape, c'est ce qui se passe après que le donneur a réalisé son don correctement. Donc, on va essayer de voir un peu pas trop en détail concernant les différentes étapes. Donc, le pré-don, on a dit, c'est la sélection médicale. Ce n'est pas toute personne qui va se présenter au niveau de l'établissement de la transfusion sanguine qui va être apte à la réalisation de dons. Donc, le donneur ou le sujet va se présenter, on va le sélectionner. On va essayer éthique, les éthiques. Donc, pour les éthiques du don de sang, on a dit que c'est la réglementation. Ici, en Algérie, il y en a 5 éthiques qu'il faut respecter, 5 principes pour le don de sang à respecter. Le don doit être anonyme, c'est-à-dire jamais l'établissement au niveau du service, par exemple service de gastrologie, on ne voit pas une poche et on dit par exemple c'est la poche d'Aflem, la poche de monsieur qui a prélevé. Personne ne sait la poche correspond à quel donneur, sauf l'établissement de la transfusion sanguine, le centre de la transfusion sanguine. Ça, c'est concernant l'anonymat. Bénévolat, pas d'argent, gratuit. Volontariat, à titre libre. Libre, réalise son acte librement. L'engagement, c'est responsabiliser le donneur, non profit, pas de business au niveau du don de sang. Par des établissements privés. Uniquement des établissements publics peuvent produire et distribuer les produits sanguins labiles. Les types de dons de sang, il y en a 2 types grossièrement. Il y a le don de sang total et il y a le don de sang par aphérèse. Don de sang total, on prélève la totalité. Don de sang d'aphérèse, c'est un don sélectif. Pour le don d'aphérèse et le don de sang total, les étapes de don de sang, ce sont les mêmes. Il y a pré-don, c'est ce qui se passe avant le don. Il y a le don, c'est le prélèvement proprement dit. Et il y a le post-don.
Pour les prédents, c'est la sélection médicale, c'est-à-dire bien identifier votre donneur, le tester, est-ce qu'il est apte à la réalisation de dons de sang ou non, et on a ce qu'on appelle, c'est la sélection médicale. On va faire un nombre de tests, un nombre de questions à partir desquelles on peut juger notre candidat au don, est-ce qu'il est apte pour donner le sang, oui ou non. Donc, la sélection médicale va correspondre aux différentes étapes. Il y a l'accueil, c'est accueillir le donneur au niveau de l'établissement. Il y a l'interrogatoire, il y a l'entretien prédent, c'est l'examen clinique. Et il y a l'examen biologique nécessaire, ça c'est principalement pour le don d'affaires. Donc, l'accueil, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va voir. Pardon. Apparemment, le PC ne peut pas lire les vidéos. L'essentiel, au niveau de l'accueil, le donneur va se présenter au niveau du centre d'établissement de la transfusion sanguine. La première étape, c'est la création d'un dossier donneur. Donc, on va rassembler le maximum d'informations concernant le donneur. Son nom, son prénom, l'adresse professionnelle, date et lieu de naissance. Donc, pourquoi on a besoin des coordonnées du donneur? Donc, les coordonnées, on aura besoin pour deux situations. Soit il y a un problème au niveau des analyses biologiques de ce donneur, qu'on doit l'alerter, qu'on doit l'orienter vers un service. Par exemple, au cours de la qualification biologique, on trouve un résultat positif pour l'HCV, pour une hépatite C. On est dans l'obligation de reconvoquer le donneur et de le réadresser vers un service infectieux pour son prise en charge. Par exemple, au cours de la qualification biologique, on retrouve qu'on est devant une poche avec un phénotype rare, par exemple un phénotype ou un groupe sanguin rare. Dans ce cas-là, dans des situations d'urgence ou un problème besoin de sang, on doit recontacter le donneur pour revenir donner du sang scellé possible. Ça, c'est pour la nécessité des différents coordonnées concernant le donneur. L'attribution d'un numéro d'identification, donc chaque donneur, chaque donneur, on va lui donner un numéro. C'est un numéro reconnu au niveau international. Par exemple, 25 82 273, c'est le seul un numéro unique qui correspond à ce donneur-là. Par la suite, c'est la remise d'un questionnaire. Donc, le donneur va se présenter au niveau du centre de transfusion sanguine. On va lui créer un dossier, on va lui attribuer un numéro et on va donner un questionnaire. Questionnaire, c'est quoi? C'est un ensemble de questions qui permet de juger ce candidat, est-ce qu'il est apte ou non à donner son sang. Les questions vont correspondre à son état de santé. Est-ce qu'il y a la présence de maladies, oui ou non? Est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse, oui ou non? Est-ce qu'il y a une notion de voyage dans des zones endémiques, oui ou non? L'objectif de cet interrogatoire, c'est d'avoir le maximum d'informations sur l'état de santé de ce donneur. Puisque le don de sang, est-ce que le don de sang peut présenter un risque pour le donneur lui-même ou bien pour le receveur? Donc, l'établissement est dans l'obligation d'assurer une double sécurité. Sécurité du receveur et sécurité du donneur. Donc, à l'aide de ce questionnaire, on peut avoir une idée générale sur l'état de santé du malade et le risque à attribuer en cas de don de sang. Donc, sélection médicale correspond à accueillir le donneur au niveau de l'établissement. Et il faut créer toujours au niveau de l'accueil, il faut créer un climat de confiance pour que le candidat au don répond sincèrement aux questions de don de sang. Donc, le questionnaire est complété. Une fois le questionnaire c'est bon, le donneur ou le candidat plutôt, le candidat au don de sang va être adressé au médecin de don. Donc, le médecin va réaliser un examen médical et va rechercher les différentes contre-indications au don de sang.
c'est pas tout le monde peut donner et quelles sont ces contre-indications à respecter. Donc, l'examen médical correspond à quoi? Correspond à la mesure de la tension. Donc, on aura la pression systolique et la pression diastolique, il y a des limites à respecter. Il y a la mesure du pouls et pulsation cardiaque. Donc, de 60 déjà, si le médecin, lors de la mesure, va détecter une arythmie cardiaque, donc à ce moment-là, on doit alerter le donneur, l'orienter vers un service de cardiologie et le donneur va être, ou le candidat au don va être jugé inapte au don de sang. Et puis le poids, donc le donneur obligatoirement. Donc il y a ça, donc concernant le donneur, il y a des conditions à respecter. C'est l'âge, l'âge doit être entre 18 à 65 ans, le poids qui doit être supérieur à 50 kg. Et par la suite, c'est son état de santé, un bon état de santé, une bonne pression et une bonne pulsation. La recherche au cours de examen médical avec la survenue du fameux coronavirus, donc vraiment que le médecin doit être très vigilant aux différents symptômes, c'est-à-dire s'il retrouve le donneur ou le candidat au don de sang avec une pâleur, avec une fièvre, avec certains signes cliniques qui peuvent être alertants de certaines maladies, va directement orienter ou juger le candidat inapte, l'orienter vers le service correspondant. Donc, quelles sont les différentes contre-indications? L'objectif de la recherche de la contre-indication, c'est d'assurer la sécurité du donneur d'une part et la sécurité du receveur. Donc, toujours, dans la transfusion sanguine, on va toujours répéter le terme sécurité. L'objectif dans la transfusion, c'est sûr de sauver la vie du receveur, mais également d'assurer sa sécurité plutôt, et la sécurité du donneur. C'est la double sécurité. Donc, les contre-indications, c'est les différentes pathologies qui peuvent être à l'origine d'une pathologie ou d'une anomalie chez le receveur ou bien chez le donneur. Il y a les contre-indications temporaires et il y a les contre-indications définitives. C'est quoi la différence? Les contre-indications temporaires, c'est-à-dire les contre-indications pendant une période X. Après cette période, le donneur ou le sujet X ou le candidat au don peut donner son sang normalement. Définitive, c'est une contre-indication que ce sujet-là ne peut jamais donner du sang. C'est clair? Donc, on a pour le don de sang, il y a les éthiques du don de sang, anonymat, bénévolat, volontariat, non-profit, engagement. Deuxième point, les différents types de dons de sang, il y a le don de sang total et il y a le don d'aphérèse. Par la suite, on va voir le déroulement ou le parcours pour avoir une poche de sang. La première étape, c'est la présentation au niveau de l'établissement. Le donneur ou le candidat au don va se présenter à l'établissement. Il y a des protocoles à respecter. La première des choses, c'est l'accueil du donneur, création du dossier, attribution d'un numéro. Troisième point, c'est lui donner un questionnaire. Le questionnaire, c'est la recherche des différentes contre-indications, d'assurer du bon état de santé du donneur. Une fois c'est bon, le donneur ou le candidat au don va être adressé au médecin du don de sang. C'est le médecin qualifié pour la réalisation du don de sang. Chez le médecin, ce qu'on va faire, on va réaliser un examen médical, un examen qui comprend la mesure de la pression artérielle, la mesure de la pulsation, assurer que le donneur répond déjà aux conditions du don de sang qui sont l'âge entre 18 et 65 ans, le poids qui doit être obligatoirement supérieur à 50 kg, et on va essayer également d'être attentif aux différents symptômes et aux différents signes alertant d'une pathologie sous-jacente non déclarée par le donneur. Par la suite, c'est les contre-indications. Examen médical, contre-indications. Les contre-indications, on va essayer, il faut que le médecin de don doit être en connaissance aux différentes contre-indications. Temporaire, c'est pour une période. Définitive, ce candidat ne peut jamais donner du sang. Donc, les contre-indications peuvent être de type pathologie, c'est-à-dire que le sujet présente une des pathologies qu'on va essayer de citer par la suite. Contre-indications suite à une prise d'un médicament. Des contre-indications
qui peuvent être dus à certains comportements du donneur et des contre-indications qui peuvent être dues à des situations physiologiques. Donc, on va commencer par les pathologies. De façon générale, tout ce qui est pathologie chronique contre-indique le don de sang. Mais on peut les classer. Donc, présence d'une infection, quel que soit le type d'infection, c'est contre-indication. Infection virale, infection bactérienne, infection parasitaire, ça, c'est concernant l'origine de l'infection. Maintenant, le site de l'infection, que ce soit une infection respiratoire, une infection digestive, une infection hépatique, l'essentiel, quel que soit le site, tout type d'infection avec un syndrome infectieux contre-indique au don de sang. Donc, à titre d'exemple, pour le bactérien, c'est une contre-indication temporaire. Généralement, le sujet ou le candidat de don de sang peut donner son sang après 14 jours après rémission complète. Par exemple, un sujet ou un donneur va se présenter au niveau de l'établissement et lors de l'entretien médical, on se retrouve avec un sujet qui présente une grippe, un syndrome grippal. À ce moment-là, on le contre-indique, c'est pas apte au don de sang, tu peux revenir après une rémission complète 14 jours après. Et ça, c'est les exemples des différents bactéries. Donc, chaque type de bactérie présente une durée de contre-indication. La plus grande durée, c'est tuberculose. Un sujet qui a présenté de la tuberculose, ça fait 2 ans. Durant les 2 ans, ne peut jamais donner du sang. Après, sera jugé apte. Donc, il y a les contre-indications virales. Et pour chaque type de virus, il y a la durée à respecter. L'herpès, rubéole, Epstein-Barr virus, à l'exception de Creutzfeldt-Jakob, c'est une contre-indication permanente. Donc, c'est juste des exemples. Hein. Toute infection parasitaire, c'est une contre-indication permanente. C'est un sujet en 2000, par exemple, qui a présenté une leishmaniose, ne peut jamais donner du sang, quel que soit par la suite. Babesiose, Chagas, malaria. Et pour les autres pathologies, donc les pathologies cardiovasculaires de façon générale, l'infarctus du myocarde, il y a tout type de pathologie cardiovasculaire contre-indique le don de sang. Il y a les pathologies également du système nerveux central, il y a les pathologies respiratoires, il y a les pathologies contre-indications infectieuses permanentes concernant les infections parasitaires de façon générale. Par exemple, les leishmanioses, les chagas, les malarias, dans les virus, c'est uniquement Creutzfeldt-Jakob, c'est une contre-indication permanente. Pour les bactéries, pour chaque type de bactérie, il faut les juger cas par cas. Salmonelle, par exemple, c'est 28 jours. Tuberculose, c'est 2 ans. Par la suite, il faut voir chaque type d'infection à part, cas par cas. Mais ça, c'est les exemples les plus fréquents. Bon, pour les infections hématologiques, c'est tout type d'anomalie qui peut affecter les différents éléments figurés du sang. Les hémoglobinopathies, par exemple, un sujet avec drépanocytaire ne peut pas donner du sang. Coagulopathie, puisqu'il y en a un risque, par exemple, d'un syndrome hémorragique. Un sujet avec hémophile ne peut pas donner son sang. Les leucémies, les lymphomes, bon, ça, c'est les contre-indications hématologiques. Donc, également les affections immunologiques, de façon globale, tout ce qui est maladie auto-immune. Ça, c'est concernant un résumé pour les différents états pathologiques et les risques qui peuvent attribuer, qui peuvent engendrer chez le donneur ou bien chez le receveur. Ça, c'est par exemple pour les cancers, altération de l'état général. Les affections hématologiques en fonction du type d'affection. Par exemple, si on aura hémoglobinopathie, logiquement, c'est une contre-indication permanente. Les leucémies, s'il y aura au-delà d'une rémission complète avec un suivi au-delà de 5 ans, donc il faut s'assurer complètement qu'il est guéri, à ce moment-là, peut donner le sang. Et on doit assurer que pour ce sujet-là, leucémique, il n'y avait pas de transplantation, puisque toute transplantation d'organes, c'est une contre-indication permanente. Donc, par la suite, par exemple, c'est les coagulopathies hémophiles, ça sera hémophile durant toute sa vie, donc c'est une contre-indication permanente.
Donc ça, c'est concernant les tableaux. Pour les tableaux, ça, c'est juste des exemples. Pourquoi on contre-indique le don de sang pour un sujet anémique peut engendrer chez le donneur une aggravation de l'anémie, c'est logique, parce qu'on va prélever quand même 500 millilitres du sang, et risque chez le receveur, ces poches de sang qui n'est pas efficace, pas d'assez d'hémoglobine, pas d'amélioration de l'état du receveur. Pour les cardiopathie, par exemple, c'est un risque thrombotique ou hémorragique chez le donneur, risque de malaise, transmission de cellules sanguines. Donc, c'est l'inefficacité généralement chez le receveur. Donc, ça, c'est juste des exemples. Pour les médications, il y a des contre-indications permanentes, il y a des contre-indications temporaires, et il n'y a pas de contre-indication. En fait, les médicaments en eux-mêmes, pour la plupart, n'engendrent pas une contre-indication. C'est la pathologie pour lesquelles on les traite qui présente la contre-indication. Donc, par exemple, pour les contre-indications absolues, c'est les médicaments, donc jamais donner du sang, c'est des sujets qui prennent des anticancéreux, l'insuline, les immunosuppresseurs, les extraits fisaires, les traitements antithrombotiques. Et les glucoséroposidases placentaires, c'est pour la maladie de Gaucher, les maladies de métabolisme. Ça, c'est concernant une contre-indication absolue. Donc, lors de votre interrogatoire, ou le médecin lors de son interrogatoire, si se retrouve avec un sujet qui prend l'un de ces traitements directement, vous êtes inapte au don de sang, directement. Contre-indication absolue. Même plus tard, vous ne pouvez pas donner votre sang. Les contre-indications temporaires, il y a toute une liste. Donc, c'est les corticoïdes, les anti-inflammatoires stéroïdiens, les corticoïdes. Donc, vous pouvez donner votre sang après un arrêt de prise de corticoïdes de 15 jours. Pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est de 1 jour. L'aspirine, c'est de 5 jours. Les antibiotiques, de façon générale, c'est 7 jours. Donc, pour les grésiofluidines, par exemple, c'est 3 jours. Pour les antiépileptiques, c'est 3 ans. Donc, c'est une personne qui a pris un antiépileptique, ça fait 2 ans, jugée inapte. Donc, pas de contre-indication, c'est les traitements, les hypolipémiants, les contraceptifs, les antimigraineux, les médicaments d'Alzheimer. Donc, on va prendre l'exemple ici des médicaments d'Alzheimer ou bien des médicaments antiparkinsoniens. Ici, le médicament lui-même n'est pas contre-indiqué, mais la maladie d'Alzheimer, c'est une contre-indication. Vous comprenez maintenant à peu près le lien. Donc, le traitement n'engendre aucun problème ni chez le donneur, ni chez le receveur, mais par contre, la maladie peut engendrer des complications. Donc, pour les sujets qui prennent par exemple des médicaments d'Alzheimer, déjà au niveau de l'interrogatoire, la présence d'une maladie d'altération du système nerveux central contre-indique directement le don de sang. Ça, c'est l'avis médical nécessaire. Il faut prendre vraiment l'avis du médecin traitant du sujet. S'il prend par exemple un antihypertenseur de bêta-bloquant, on doit avoir l'avis du médecin traitant. Est-ce que la tension, par exemple, est stable? Pas de perturbation, pas d'arythmie cardiaque présente, pas de pathologie sous-jacente compliquante. Et par la suite, on juge. Ça, c'est principalement concernant cette catégorie qui nécessite des avis médicaux, un avis médical nécessaire, un avis médical de façon générale. C'est des sujets qui présentent un groupe rare lorsqu'on aura une urgence. C'est principalement dans ces situations-là. Mais dans les situations normales, vaut mieux les écarter. Les comportements, par exemple, le retour de voyage de certaines zones, le tatouage, l'acupuncture, par exemple, donc c'est 12 mois. Pour l'OMS, par exemple, une personne présente un tatouage contre-indiqué au don de sang pendant une année. Drogue, c'est permanent, c'est logique. Et l'alcool, selon l'OMS, disent jusqu'à la disparition des signes d'intoxication. Les soins dentaires, généralement, préconisent 3 mois, mais en fonction du traitement, en fonction du type du soin. C'est juste un traitement du carie 1 jour, détartrage 7 jours. L'endoscopie, est-ce que c'est endoscopie souple ou bien l'autre? Donc, c'est pendant 12 mois. Généralement, tout ce qui est acte difficile à pratiquer nécessite une longue période pour la possibilité de don de sang. Les situations physiologiques, tout ce qui est accouchement ou allaitement, c'est pendant 6 mois.
c'est un risque pour le receveur lui-même. On ne sait pas son comportement après le don de sang. Hein. Une pathologie qui sert le nerveux central, une altération, déjà le donneur n'est pas conscient de son comportement à 1000%. Hein. Donc, tout ce qui est aptitude, ça concerne l'aptitude physique et c'est l'aptitude mentale également. Donc ça, c'est concernant les situations physiologiques, c'est l'accouchement, l'allaitement. Les examens biologiques, on va les réaliser dans le cas de don d'aphérèse principalement. C'est d'assurer, par exemple, le taux d'hémoglobine. On ne peut pas faire un don de sang d'un sujet qui présente une anémie déjà. Il faut le contraire. Essayer de corriger l'anémie avant le don de sang. Le receveur peut se comporter comme un malade d'Alzheimer. Non, le problème, c'est pas pour le receveur. Le problème, c'est par rapport au donneur. Le donneur, c'est un Alzheimer. Le donneur, lors du don de sang, on ne sait pas comment on va se comporter. Ce n'est pas la poche par la suite. Le candidat au don de sang. L'objectif du don de sang, c'est d'assurer la sécurité. Toute situation qui présente un risque, même un risque minime, que ce soit pour le receveur ou bien pour le donneur, à ce stade-là, on va arrêter. C'est inaptitude. Donc, concernant maintenant les examens biologiques, c'est un nombre de tests qui permet de confirmer encore l'aptitude de donneur de sang. Taux d'hémoglobine, par exemple, la réalisation d'un hémogramme et d'un bilan d'hémostase. L'hémogramme qui va permettre d'assurer que le sujet présente un taux d'HB normal, un taux de plaquettes normal. C'est le sujet, par exemple, va donner des plaquettes. On ne peut pas faire un don de plaquettes à partir d'un sujet qui présente une thrombopénie. C'est pour cette raison, un hémogramme ou une aphanèse avant le don d'aphérèse est obligatoire. Le bilan d'hémostase, par exemple, un sujet qui va donner du plasma doit avoir un bilan d'hémostase normal, un TP et un TCK normaux. Sinon, ça ne sert à rien le prélèvement du plasma qui est défectueux. Un plasma défectueux ne va rien servir, pas d'efficacité par la suite. Et peut poser également un risque pour le donneur lors du don. L'électrophorèse également pour le don de plasma. Donc on va essayer de voir maintenant le don proprement dit, c'est le prélèvement. Lors de la réalisation du prélèvement, donc on doit respecter les différentes bonnes pratiques. Ce sont des bonnes pratiques réglementées. Donc le prélèvement, il y a le don de sang total et il y a le don d'aphérèse. Pour le don de sang total et le don d'aphérèse, il y a 3 éléments essentiels à respecter. C'est la procédure. Il faut bien désinfecter la zone de prélèvement, bien choisir votre veine. L'activité physique. Vous voulez dire quoi par l'activité physique exactement? Précisez s'il vous plaît, c'est quoi l'activité physique? Est-ce que c'est-à-dire le sport ou quoi? Le sport, par exemple, puisque c'est un sujet qui a fait le sport récemment, c'est par rapport à son aptitude. Est-ce que n'est pas fatigué? Est-ce que bien dormi? Ça, c'est de façon générale. Hein. Mais pour le sport, est-ce que présente le risque? Pas de risque en lui-même. Le sport lui-même ne présente pas un risque. Mais c'est le sujet qui a fait récemment ou dernièrement un sport très fatigant, donc le sujet ou le candidat au donneur peut avoir des complications, une malaise lors du don de sang par rapport à ça. Voilà. Donc pour le prélèvement, on doit respecter les différentes procédures établies au niveau du service. Donc la désinfection du veine de pli des coudes pour le prélèvement, bien désinfecter, bien choisir votre veine. Le personnel doit être bien formé pour le don de sang et le nettoyage ou l'hygiène de l'équipement de façon générale. Donc, concernant le don de sang, quels sont les critères d'un prélèvement de don de sang total? Donc, le don de sang total correspond à peu près à 450 plus ou moins le sang total. Donc, le volume exact, c'est 450
plus ou moins 50, c'est-à-dire de 400 millilitres à 500 millilitres de sang total, qui coupe sang total. La durée de don de sang total, c'est aux alentours de 10 minutes. Volume de sang total, 450 plus ou moins 50. Et durée de don, c'est 10 minutes. À partir de ce sang total, on peut produire ce qu'on appelle les produits sanguins labiles. Les produits sanguins labiles, ce sont soit un produit qui est de type plasma, soit ce sont des plaquettes, soit ce qu'on appelle les concentrés érythrocytaires. Les concentrés érythrocytaires correspondent aux globules rouges. Chaque produit présente une indication bien déterminée. Concentré érythrocytaire pour l'anémie, plasma pour tout ce qui est problème de coagulation, plaquettes pour tout ce qui est problème de plaquettes, hémostase primaire, les thrombopénies. Donc, les vidéos ne marchent pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Bon, dommage. Donc, ça, c'est concernant le don de sang. Donc, à partir, par la suite, après la réalisation, c'est donc, ça, c'est concernant le prélèvement de don de sang de façon générale. Donc, prélèvement, désinfecter la zone, injecter l'aiguille au niveau du veine de pied du coude. Par la suite, le pansement au niveau de la zone d'injection. La poche, au cours du prélèvement, doit être sous agitateur pour éviter la coagulation. Et les poches, ce sont des poches en plastique contenant des anticoagulants. Concernant le prélèvement d'aphérèse, en fonction du type de prélèvement, le volume varie entre 200 à 600 ml et la durée varie de 30 minutes à 120 minutes normalement. Donc, le prélèvement par aphérèse, la première étape, on va installer le donneur. On va le brancher avec la machine. Par la suite, on va sélectionner le type de produit qu'on veut. Et la séparation entre les différents éléments figurés du sang se fait par séparation mécanique en fonction de la densité de ces éléments-là. Centrifugation. La centrifugation va permettre d'avoir les différents éléments, plasma, plaquettes et globules rouges, et par la suite, on récupère le produit qu'on veut. Puis, on réinjecte le reste, c'est-à-dire on va prélever du plasma, on va réinjecter les globules rouges chez le donneur. On prélève les globules rouges, on va réinjecter le plasma et les plaquettes. Et ça, c'est l'avantage concernant le don d'aphérèse. Donc, installation, c'est un circuit. Donc, installation donneur d'aphérèse, prélèvement du produit qu'on a besoin, réinjection du reste. Ça, c'est concernant les différents types qui en existent concernant l'aphérèse. Et ça, ce sont les différents des exemples de machines d'aphérèse. Fresenius, Spectra, Tréma. Ici, ce sont les kits sur lesquels on fait notre prélèvement. Donc, dommage, les vidéos. Ça, c'est pour le don d'aphérèse. Ça, c'est le kit. On va l'installer au niveau de la machine. Ça, c'est le bol de centrifugation. On va mettre le bol de centrifugation. Par la suite, à l'intérieur, ce qui se passe, prélèvement du sang à partir du donneur. Et ce kit-là contient d'anticoagulants pour éviter la coagulation du sang. À l'intérieur, c'est une centrifugation à forte vitesse. Au niveau du bol de centrifugation, il y a la séparation en plasma, plaquettes et globules rouges. Par la suite, on a besoin ici, par exemple, des plaquettes. On va prélever les plaquettes au niveau de ces produits. Ça, c'est le premier produit. Ici, par exemple, c'est un prélèvement combiné, plasma avec plaquettes. Plasma, plaquettes. On va réinjecter quoi? On va réinjecter les globules rouges. Donc, on va prélever plasma et plaquettes du donneur et réinjection du globule rouge. Cette procédure va durer à peu près, selon la dose à prélever, jusqu'à 120 minutes. Généralement 1 heure pour une petite dose, et s'il aura une forte dose,
en fonction également de l'EMC du donneur. C'est clair, ça c'est plasma, plaquettes et aphérèse. Donc c'est juste un exemple. Pour l'aphérèse, on peut faire un prélèvement en aphérèse, prélèvement simple, c'est-à-dire on prélève un seul produit, soit des globules rouges, soit des plasmas, soit plaquettes, soit on peut prélever en même temps deux produits en même temps. Plasma avec globules rouges, plaquettes avec plasma, plaquettes avec globules rouges, ou bien les trois produits simultanément, c'est possible également. Il y a un autre critère à respecter lors de don de sang. On a dit il y a les éthiques de don, il y a les conditions du don de sang, l'âge, le poids, la pression artérielle, les pulsations. Et il y a l'intervalle, c'est-à-dire si un donneur, par exemple, a fait un don de sang, à partir de quelle période peut donner une autre fois. Les femmes, généralement, peuvent donner le don de sang 5 fois par an. C'est-à-dire à partir de 3 mois, peuvent donner encore une autre fois le don de sang. Pour les hommes, peuvent donner après 2 mois à peu près. Donc les hommes après 2 mois, les femmes après 3 mois de façon générale. Ça, c'est concernant lorsque le donneur a fait un don de sang total. Deuxième de don, c'est toujours un don de sang total. Si le donneur a fait par exemple un don de plasma, peut donner après 2 semaines uniquement. Plaquette par exemple, après 1 mois. Après 1 mois, peut donner un sang total. Plasma, après 2 semaines, peut donner un sang total. Plaquette, après 2 semaines, peut donner du plasma. Sang peut donner après 4 semaines du plaquette. C'est clair, donc il faut respecter l'âge, il faut respecter le poids, et il faut respecter également l'intervalle des dons de sang. Une fois que le donneur a terminé son don de sang, il faut procéder à ce qu'on appelle repos et collation. Le donneur doit reposer pour récupérer, puisque quand même on a prélevé une quantité de dons de sang pour éviter l'hypotension et que le donneur se complique, présente du malaise par rapport au prélèvement de dons de sang. Donc le repos à peu près 10 minutes concernant le don de sang total et 30 minutes par rapport au don d'aphérèse. Collation pour la récupération, hydratation, c'est le plus important après le don de sang, une bonne hydratation chez le donneur. Ouais, c'est bon, on a terminé pour le don de sang de façon générale. C'est ça le parcours du don de sang de façon générale. Une fois le don est terminé, va faire le sujet de ce qu'on appelle la qualification biologique. Qualification biologique, la qualification immunohématologique et la qualification sérologique. La qualification immunologique correspond à ce qu'on appelle le don, le groupage, le phénotype, l'ARAI. Et pour la qualification sérologique, c'est la recherche des différents maladies transmissibles par le sang. Par exemple, l'HCV, l'HBS qu'on fait au niveau de notre centre de transfusion sanguine, c'est la recherche des 4 fameux éléments, l'hépatite C, l'hépatite B, l'HIV et syphilis. C'est clair à peu près pour le don de sang? Collation ريبة بسكوي. Oui, ريبة بسكوي. هذا هو البودجي تاع بلادنا. C'est un médecin qui fait l'aphérèse ou l'hémobiologiste. Pour le cas, c'est le médecin ou l'hémobiologiste. Donc l'hémobiologiste, c'est un médecin, peut-être un médecin, peut-être un pharmacien pour l'hémobiologiste. Hein. Pour l'aphérèse ou le don de façon générale, doit être un médecin qui a fait une qualification de don de sang. L'hémobiologiste est apte de faire l'aphérèse s'il connaît comment l'installer. Hein. Le médecin doit être formé pour faire l'aphérèse. Donc, toute personne médicale qui est formée pour la réalisation du don d'aphérèse ou bien de don de sang total est capable de le faire hein, sans problème.
pourquoi on ne prélève pas les plaquettes? On peut prélever les plaquettes à partir d'une femme normale, donneuse. Pour les dons d'aphérèse, c'est possible pour les femmes que pour les hommes, hein, que ce soit don de sang total ou don d'aphérèse. Pas de racisme ici entre femmes et hommes. C'est ça l'objet. Il réinjecte le sang. On n'a pas besoin du reste. On a besoin uniquement des plaquettes. On récupère le donneur. C'est une qualité, hein, de réinjecter le reste du sang. Oui, en Algérie, on le fait. À Neba, on le fait. Au niveau de notre centre de transfusion, on fait l'aphérèse. Après, on peut faire 5. Généralement, c'est l'aphérèse, don de plaquettes principalement. Oui, contre-indiqué pour le maladie de cœliaque. Bonne journée, bon courage. Intervalle de don de sang, ok. Donc l'intervalle, de façon générale, c'est la période à respecter entre deux dons. Entre deux dons de sang, à partir de quelle période un sujet, par exemple, aujourd'hui, je fais un don de sang. Combien de temps par la suite, je peux donner par la suite? Pour une femme, généralement, on préconise 3 mois pour donner un autre don de sang total. Pour un homme, 2 mois suffit pour donner un autre don de sang total. Par exemple, aujourd'hui, je fais un don de plaquettes. Après 4 semaines, je peux faire un autre don de plaquettes. Mais à condition, bien sûr, de vérifier les paramètres hématologiques. Hein. Est-ce qu'il a bien récupéré les plaquettes ou non? Est-ce que, par exemple, un donneur, on ne peut pas présenter? Bien sûr. Vous êtes le bienvenu, hein, au niveau de notre établissement, au niveau des camions, au niveau du centre de transfusion, juste au-delà des urgences. Et on a des patients, les thalassémiques et les drépanocytaires, ont besoin de sang chaque 21 jours. Il y a des cancéreux au niveau du service de centre de lutte contre le cancer qui ont besoin constamment du don de sang et don de plaquettes. Donc, vous êtes toujours le bienvenu. Et on est toujours dans l'obligation de sensibiliser tout le monde pour donner le sang. Parce que le sang, c'est pas comme un médicament. Si on ne donne pas le sang, il n'y a pas autre moyen pour pallier aux problèmes et aux risques qu'ils présentent. Hein. Si on veut donner que les globules rouges, pourquoi utiliser un anticoagulant? Au niveau, un anticoagulant, c'est pour éviter la coagulation, logique. Hein, un anticoagulant, est-ce que vous parlez de don de sang d'abord ou bien de don de sang d'aphérèse de façon générale? Toujours. Dans anticoagulant, on retrouve au niveau de la machine, au niveau de la poche, c'est pour éviter la coagulation. On ne peut pas donner du sang qui se coagule. Hein. Elle présente un risque majeur chez le receveur si on va donner du sang coagulé. La poche contient un anticoagulant qui est de type citraté pour éviter la coagulation. On doit, puisque le sang, une fois qu'il sort du sujet, de l'organisme, va se coaguler. Empêcher la coagulation pour avoir des globules rouges viables, sinon on aura uniquement des cailloux. Les cailloux vont bloquer et vont présenter un problème par la suite lors de la transfusion. Qui vont venir pour donner le sang. Intervalle d'emplacement généralement 2 semaines. Puisqu'il y aura une récupération rapide. Ça, pourquoi on fait par exemple 3 mois chez le donneur pour un don de sang total? Puisque c'est la durée de vie des globules rouges, hein, pour que le donneur récupère un taux d'hémoglobine. Logiquement, par exemple, un donneur va venir avec un HB de 12 ou 13. Après un don de sang, il y a une chute d'hémoglobine. On va lui donner le don, l'intervalle pour cette période-là, pour avoir une récupération. Sinon, on va tomber dans un autre problème, c'est une anémie chez le donneur. Et au lieu de traiter le receveur,
on va passer au traitement du donneur. Ouais. Bon courage, hein, bon courage à Bicêtre. Je le mets où le diapouf, la plateforme? Le cours plutôt, je le mets où? La plateforme, oui, ok. Bonne journée à tout le monde.